En ce 15 mars 2022, Emmanuel Macron est l'actuel favori à l'élection présidentielle. Mais voterions-nous pour lui si nous connaissions ses liens avec des réseaux inavouables à l'étranger, à commencer par l'Afrique Connection d'Emmanuel Macron? Ce que nous allons vous révéler est le fruit de notre expérience, mais également des éléments tirés de deux ouvrages majeurs de Marc Andevelde, Le grand manipulateur, les réseaux secrets de Macron, ainsi que L'emprise, la France sous influence, avec les vidéos en lien YouTube, L'emprise, la France sous influence du 19 février 2022 et Macron, les réseaux secrets du 19 décembre 2019. Sera joint également l'ouvrage de référence Le traître et le néant, Macron l'enquête, de Fabrice Lhomme et Gérard Davet. Le tout de la plus haute importance pour savoir à qui nous avons vraiment affaire lorsque nous mettrons notre bulletin de vote dans l'urne en avril prochain. Commençons, si vous le voulez bien, avec une personne que nous avons déjà vue dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Une certaine Michèle Marchand, surnommée Mimi, directrice de l'agence de paparazzi Best Image, ayant été mise en examen en juin 2021 pour subornation de témoins et association de malfaiteurs, concernant la fameuse rétractation de Ziad Takieddine depuis Beyrouth à BFM TV dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi. L'objectif était bien entendu de faire taire les accusations de Takieddine et d'innocenter Sarkozy à coup de financement. Michèle Marchand aurait agi en lien avec un journaliste de Paris Match, envoyé à Beyrouth, François de Labarre, l'intermédiaire également Noël Nubus, et son assistante Lisa H. Mais il ne faudrait pas oublier l'ancien directeur de Paris Match dans l'épopée, Hervé Gattegno, qui, associé à plusieurs hommes d'affaires, dont un proche d'Alexandre Djouri, l'intemporel maillon des gouvernements successifs, aurait financé l'opération, à hauteur de 320 000 euros, débloqués par une offshore chypriote et autres promesses financières à hauteur de 4 millions d'euros. Mais l'argent n'arriva pas. Et Takieddine vira sa cutille, ouvrant la voie à des règlements de compte à hockey choral entre intermédiaires, entre ceux qui voulaient innocenter Sarkozy et ceux qui voulaient l'enfoncer. Mediapart du 4 novembre 2021. Mimi, Michèle Marchand, a longtemps fréquenté le couple Bruni-Sarkozy, et on lui doit d'avoir révélé avec son photographe fétiche Sébastien Valliella la relation secrète entre François Hollande et Julie Gaillet. Michèle Marchand, c'est aussi une ex-dealeuse qui a été placée en détention le 18 juin dernier après avoir violé son contrôle judiciaire. Et ce n'est pas sa première incarcération pour une proche de l'Élysée, en raison de sa liaison dangereuse avec son amant Hafed le Rouge, surnom donné à celui qui a été accusé à l'époque du plus gros braquage de France dans les années 80. Michèle Marchand est en réalité aujourd'hui soupçonné d'avoir piloté cette rétractation à coup de promesses financières pour innocenter Sarkozy, mais aussi d'avoir contribué à libérer de prison Hannibal Kadhafi, l'un des fils de Kadhafi, en payant, là encore, des magistrats libanais pour qu'en contrepartie, la famille de Kadhafi fasse de même que Takieddine, c'est-à-dire innocenter faussement Sarkozy. Or, première révélation. Michèle Marchand, proche de Sarkozy, est aussi très proche de Brigitte et Emmanuel Macron. En surface, elles travaillent notamment à leur image dans les tabloïds. François Hollande considérait d'ailleurs qu'elle était responsable de la pipolisation de la vie politique.
Mais il faut savoir que c'est surtout l'une des femmes les plus influentes de France, avec un réseau tentaculaire, dans le premier cercle du président Macron, par l'intermédiaire de leur ami milliardaire Xavier Niel, et aux côtés notamment de Sylvain Faure, Ismaël Emélien et Sidet Ndiaye. Nous allons y revenir. Mais d'ores et déjà, Xavier Niel a fait fortune dans le Minitel Rose et les pipes chauds, avant d'être mis en examen et incarcéré pour proxénétisme aggravé en 2004. Sauf que Mimi Marchand également est très proche d'un certain Alexandre Benalla. Elle l'a aidé, elle l'a même hébergé en juillet dans la tourmente. C'est elle d'ailleurs qui a tenu le secret présidentiel jusqu'au 18 juillet 2018. Date des révélations du Monde, alors que les violences de la place Contrescarpe remontaient au 2 mai. Elle dit elle-même, je cite, « Mon job, c'est de mettre la poussière sous le tapis. » Cela en dit long. On la retrouvera aussi dans les coulisses du meeting de Rachida Dati, en lien, on le sait, avec Alain Bauer, dans l'affaire Renault-Nissan notamment. Elle est là en présence de Nicolas Sarkozy lors de la campagne pour les élections municipales à Paris le 9 mars 2020. Mediapart, du 19 juin 2021, le quinquennat des Macron est un véritable désastre, selon professiongendarme.com du 1er janvier 2022. Deuxième révélation. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron, dès sa campagne présidentielle, la première, a cherché à s'investir sur le dossier libyen comme Nicolas Sarkozy l'avait fait en son temps, ambitionnant officiellement de jouer le faiseur de paix sous l'égide de l'Union africaine. Mais c'est une organisation fondée à l'origine, faut-il le savoir, par Mouammar Kadhafi. Je cite, « Macron n'a pas vraiment de politique africaine », déplore un diplomate. À l'image de sa politique étrangère, faite principalement d'opportunisme et d'intérêt, sa vision des pays africains repose beaucoup sur le cynisme, remarque un habitué des arcanes de la France-Afrique. Car seul compte pour lui le business. Il s'en foutait des droits de l'homme. Pour les dictateurs, c'était même plutôt une aubaine, dénonce un connaisseur du Congo-Brazzaville. Le président français a annoncé ainsi en février 2017 des axes de développement stratégiques, parmi lesquels le renforcement de la coopération sur le plan diplomatique et sécuritaire, notamment en Libye d'une part et au Mali d'autre part. C'est alors que 3 de ses anciens camarades de promo de l'ENA sont mobilisés à cette fin. Aurélien Le Chevalier, le numéro 2 de la cellule diplomatique, Franck Paris, le conseiller Afrique, ancien membre du cabinet Le Drian sous Hollande, et accessoirement ex-agent de la DGSE, et Jules Armand Agnambossou, franco-béninois proche du sarkozyste et sulfureux Claude Guéant. Décidément, le monde est bien petit. Nommé pour lui à la tête du tout nouveau Conseil présidentiel pour l'Afrique, le CPA, censé renouveler les relations entre la France et le continent, mais en réalité rassemblant des femmes et des hommes d'affaires. La diplomatie, sous Macron, est redevenue clairement un domaine réservé. Les intermédiaires multiplient les déplacements en Libye sans en référer dans un premier temps au Quai d'Orsay. C'est que le chef d'État compte gouverner dans le secret, ce qu'il avait fait d'ailleurs durant sa campagne en multipliant les interlocuteurs sans forcément tenir au courant les uns et les autres. Macron adore en fait cloisonner. Comme lui, ses fidèles serviteurs de l'Élysée aiment agir dans ce culte du secret. Secret qui conserve d'autres secrets inavouables, quitte à se complaire dans une zone grise. Par ailleurs, 2 proches sont ajoutés au dispositif
auprès du chef d'état-major particulier, il faut s'appesantir sur eux car leur intérêt est majeur. Le premier, dit chargé de mission, Ludovic Schacker, officier réserviste auprès du commandement des opérations spéciales, le COS, au bureau J9, chargé des actions civilo-militaires, avant d'intégrer le 44e régiment d'infanterie, une unité traditionnellement rattachée à la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure. Il a également été responsable du développement de la coopération universitaire entre la Chine et la France, recruté par le ministère des Affaires étrangères pour le consulat général de France à Shanghai. Or, Alain Bauer, le criminologue, celui dont nous savons à qui nous devons le dévoiement de la criminologie en France, est professeur de criminologie à Shanghai. Et il est intervenu notamment à l'université de droit et de sciences politiques de Chine, spécialement à Beijing. Tandis que Xavier Hofer, son ami de toujours, ex-Occident, extrémiste de droite, est intervenu à l'université ou dans des écoles de police en Chine. Alain Bauer et Xavier Hofer sont tous deux professeurs associés à la Fudan University de Shanghai. Et ils travaillent actuellement tous les deux au CNAM, notamment au pôle sécurité, défense et criminologie. Autrement dit, ce petit monde vit ensemble depuis un certain temps, pour ne pas dire un temps certain. Car, ô surprise, Ludovic Schacker s'occupe du renseignement et du terrorisme auprès du chef de l'État, comme ce fut le cas avec Alain Bauer et bien d'autres, en leur temps avec Nicolas Sarkozy. Mais Ludovic Schacker, c'est aussi l'ex-secrétaire général d'En Marche, qui a supervisé, je vous le donne en mille, le recrutement d'Alexandre Benalla. Ludo et Alex, de leur surnom, sont restés proches, notamment en suivant de près la réforme du dispositif de sécurité du palais présidentiel, visant à remplacer les gendarmes et policiers du GSPR, traditionnellement affectés à la garde rapprochée du président, par une direction de la sécurité de la présidence de la République, une nouvelle DSPR, structure ne répondant qu'aux ordres du chef de l'État. On se demande bien pourquoi. Sans doute pour rester encore dans le secret. De même pour ses conseillers, aux fonctions aussi vastes que stratégiques, comme le rappelle Le Monde du 24 juillet 2018. Ce sera finalement le colonel Benoît Ferrand qui prendra la tête de cette nouvelle organisation, mais sans occulter, je cite, qu'elle avait été mise en place par Alexandre Benalla avant qu'il ne soit mis en cause après le 1er mai 2018. Sous-entendons son rôle particulièrement important au cœur du pouvoir, extrêmement proche du président Emmanuel Macron. Le point du 21 août 2018. Le second chargé de mission, Paul Soler, a en fait pour lui repris du service. C'est un militaire de carrière qui compte une vingtaine d'années de service avec un passage de nouveau au COS via le 13e régiment de dragons parachutistes et à l'évidence, le COS semble bien une pépinière de la Macronie. On y trouve aussi un certain Chokri Vakrim, sergent-chef dans l'armée de l'air et compagnon de la commissaire de police Marie-Élodie Poitou, qui a été en charge de la sécurité du Premier ministre. De plus, Chokrim travaillait durant ses permissions pour les sociétés de sécurité proches d'Alexandre Benalla. L'opinion du 12 février 2019. Paul Soler, c'est aussi un ancien des forces spéciales. Il est intervenu sur de nombreux terrains d'opération, l'Afghanistan, le Kurdistan irakien, le Mali et la Libye.
précisément lors de l'offensive contre Kadhafi en 2011, du temps de Nicolas Sarkozy. Or, 5 ans plus tard, il s'est vu décerner la Légion d'honneur et en mai 2018, un décret du président de la République l'a promu à titre exceptionnel au grade de commandant. Cela ne vous rappelle pas quelqu'un ? Cela ne vous rappelle pas Alain Bauer et le fait du prince du décret présidentiel le nommant professeur de criminologie au CNAM ? Or, Paul Soler est entré dès 2016 dans les cercles de Macronie via Ludovic Schacker. Les deux étant donc étroitement liés. Comme son entremetteur, Paul Soler n'apparaît pas dans les organigrammes officiels, comme Alexandre Benalla, sans aucune annonce dans le journal officiel. Selon une note confidentielle même, Soler a multiplié les déplacements en Libye pour rencontrer, dès les premières années du quinquennat Macron, de nombreux acteurs du conflit, mais aussi des sociétés françaises de sécurité opérant sur place, dont on sait qu'Alain Bauer et d'autres sont très friands. Intelligence Online du 24 octobre 2018. Troisième révélation. Il faut s'arrêter à présent sur Ismaël Emelien. Devenu conseiller spécial, très spécial au Palais de l'Élysée, et qui avait démissionné en mars 2019 après avoir été impliqué dans l'affaire Benalla. Conseiller spécial. C'était un poste précédemment occupé par Jacques Attali, par exemple, auprès de François Mitterrand, ou par Henri Guénaud, auprès de Nicolas Sarkozy. Un poste très en vue. Emelien est décrit de ce fait par le monde comme faisant partie avec le président de la République et le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, comme les trois hommes qui dirigent la France. Le Monde du 7 août 2017. Or, en 2013, Ismaël Emelien a fait partie de l'équipe Havas. Havas qui appartient au groupe de Vincent Bolloré. Vincent Bolloré étant en étroite relation avec Nicolas Sarkozy, y compris du temps de l'affaire Sarkozy-Kadhafi, et qui reste dans le sillage des coulisses du pouvoir, spécialement à l'occasion des présidentielles et du financement des campagnes présidentielles. Il était alors, Ismaël Emelien, chargé de la communication de Nicolas Maduro, président du Venezuela après la mort d'Hugo Chavez pendant sa campagne présidentielle. Il devint alors directeur conseil de l'agence pour rejoindre le cabinet d'Emmanuel Macron l'année suivante. C'est en juillet 2018 qu'il est soupçonné néanmoins d'avoir été en possession d'images de vidéosurveillance remises illégalement à Benalla par 3 officiers de police. Mediapart affirme que l'affaire Benalla cache, je cite, les véritables raisons de son départ et souligne qu'il est l'un des rares protagonistes de cette affaire à avoir échappé aux questions des parlementaires. On se demande bien comment d'ailleurs cela est-il possible. Mediapart du 12 février 2019. En mars 2019, il est interrogé en toute discrétion par un commissaire de l'Inspection générale de la police nationale, l'IGPN. Tenez-vous bien, il aurait ajouté des images d'une autre scène de violence dans une vidéo récupérée illégalement auprès de la préfecture de police pour tenter de disculper Benalla. France TV Info du 30 mars 2019. Certes, il aurait reconnu l'avoir aidé à organiser un contre-feu médiatique en faisant diffuser quelques heures après les révélations du Monde des images montrant en porte-à-faux le jeune couple interpellé place de la Contrescarpe. Mais il dément avoir cherché à assurer la défense personnelle de Benalla, mais plutôt celle de l'Élysée et du président de la République, qui, il est vrai, était pris à partie dans cette crise. La vérité, c'est que les intérêts de l'Élysée et du président de la République
sont quasiment les mêmes que ceux d'Alexandre Benalla. Alors, Le Monde révèle ensuite que parmi les images diffusées à l'initiative des Méliens figure une scène faussement accusatoire, n'ayant pas eu lieu au même moment ni au même endroit. Nouvel Observateur du 29 mars 2019. D'ailleurs, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, démissionnera, car elle était également impliquée dans la diffusion massive de ces fausses informations. Mais quel est donc ce climat dans lequel de nombreuses personnalités au cœur du pouvoir d'Emmanuel Macron interviennent pour contrecarrer l'investigation normale, la justice normale, la révélation normale des faits relatifs à Alexandre Benalla? Pourquoi donc se mouiller tant pour le chouchou du patron? C'est que, quatrième révélation, Benalla a clairement joué et joue encore, peut-être, l'entremetteur entre les conseillers d'Élysée et ses mentors sulfureux de la diplomatie parallèle. Le Nouvel Observateur du 31 janvier 2019 notamment. Par exemple, l'appartement qui a accueilli la compagne de Benalla, au pic médiatique du scandale, est celui d'une certaine Pascale Janin-Pérez, proche encore d'Alexandre Djouri. C'est via un intermédiaire proche de l'oligarque russe, Iskander Makhmoudov, là encore la Russie s'invite dans l'élection présidentielle française, comme elle s'est invitée, fut un temps, dans l'affaire Benalla, que le contact avec le chargé de mission se serait fait. Au printemps 2018, c'est cet homme d'affaires qui avait fait appel à la société de sécurité de Vincent Kras, l'acolyte de Benalla dans les violences du 1er mai, pour un contrat de protection. Selon Mediapart, il faut savoir qu'Alexandre Benalla et un de ses proches seraient mêlés à ce contrat. Or, l'entregent de l'ancien garde du corps ne s'est certainement pas limité au monde des affaires. Il aurait, par exemple, présenté Ludovic Schacker et Paul Soler à Pascale Janin-Pérez, ainsi qu'à Philippe Ababou-Solomon, son mentor depuis toujours. De même, un autre personnage de la France-Afrique, Vincent Miclet, aurait aussi réussi à échanger avec Paul Soler par texto. Par ailleurs, le militaire que nous avons vu, Chokri Vakrim, a mis en cause 2 membres de l'Élysée dans la disparition de 2 coffres-forts de Benalla avant l'arrivée des enquêteurs. Étaient visés Christian Guédon, membre du GSPR, mais surtout Ludovic Schacker. Vakrim est formel. Le contenu du coffre à domicile aurait été emporté dans un sac de sport, qu'il précise avoir vu au domicile de Pascale Pérez. De la même manière, le 2e coffre-fort aurait été vidé par le corps de garde du corps d'Emmanuel Macron à la demande d'Alexandre Benalla, avant la perquisition à l'Élysée de ses propres bureaux. Oui, Vakrim ajoute avoir servi de fusible à l'évidence. Je cite, « J'étais la cible la plus simple à abattre et la plus facile. » Comme nous le comprenons aujourd'hui, et adhérons à cette thèse. Nouvel Observateur du 15 novembre 2019, notamment. 5e révélation. Alexandre Benalla, c'est aussi les relations mafieuses d'Emmanuel Macron avec l'Algérie. Le Libre Penseur du 15 mai 2019. En tissant notamment des liens avec 2 oligarques algériens, Ali Haddad, l'ex-patron des patrons, et Issad Rebrad, l'homme le plus riche d'Algérie. Le premier aura été la tirelire du clan Bouteflika, dont il a servi les pires turpitudes. Le second fut le principal homme d'affaires
soutenu par l'ex-DRS, cette police politique qui fut pendant un quart de siècle la colonne vertébrale du système algérien. En effet, la diplomatie française, qui redoutait par-dessus tout une transition politique algérienne dominée par Gaïd Salah, ce chef d'état-major éloigné des intérêts français, a tout mis en œuvre pour soutenir le président Abdelaziz Bouteflika en fin de course. Mais alors, de façon très surprenante, le président français Emmanuel Macron a mis les bouchées doubles pour soutenir un régime algérien à l'agonie. Il y a anguille sous roche. Pourquoi donc a-t-il fait ça? Autre révélation. C'est là que nous retrouvons Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, dont nous savons aujourd'hui que son groupe a soutenu la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron de 2017. De la même manière qu'il avait soutenu la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Or, quand on sait le niveau de nuisance et d'influence de Vincent Bolloré, tel que vu dans les affaires précédentes, documentées et sourcées par la presse, on est en droit de se questionner sur l'impact d'un tel personnage dans la sphère d'Emmanuel Macron et la campagne présidentielle d'aujourd'hui. Il faut savoir, pour y voir plus clair, qu'Ismaël Emelien, souvenons-nous, conseiller spécial, super conseiller politique à l'Élysée, provenait lui aussi du groupe Havas, qui appartient à Vincent Bolloré, dont on sait aussi que le vice-président Stéphane Fuchs est le grand ami d'Alain Bauer depuis 2011, depuis plus de 40 ans même. Sans oublier qu'Ismaël Emelien est directement impliqué dans la fameuse affaire Business France, toujours instruite en justice, ou comment Muriel Pénicaud, directrice générale de cette société, signa un contrat avec Havas sans appel d'offres pour organiser la soirée du 6 janvier 2016 à l'hôtel The Link de Las Vegas, avec, nous le savons, 500 personnalités et dirigeants de start-up françaises à laquelle ont notamment participé Emmanuel Macron et Guillaume Sarkozy, le fils Sarkozy. Le tout sur fond de ténébreuse France-Afrique, puisque le groupe Bolloré comprend d'anciens grands policiers français du système Focard, du nom de Jacques Faucard, acteur majeur de la France-Afrique des présidents français. Parmi ces policiers, il y a Michel Roussin, l'ancien directeur du SDECE, autrement dit l'ex-DGSE, et dont on sait qu'il est franc-maçon comme Alain Bauer. Ou encore Ange Mancini, l'ancien coordinateur national du renseignement, ami du funeste Bernard Squarcini, donc nécessairement en lien avec Alain Bauer, sans rappeler les multiples mises en examen de Bernard Squarcini et ses passe-droits incalculables en utilisant à titre privé les services de l'État. Tout ceci avec la puissance de frappe de la banque Rivaux, rachetée dès 1997 et connue pour son soutien indéfectible pour le RPR, puis l'UMP, en coaction avec Dominique Lafont, directeur général Afrique du groupe Bolloré depuis 2006. Que dire enfin d'un livre de 2019 dans lequel le sulfureux Alexandre Djouri affirme avoir filé 18 millions d'euros à Emmanuel Macron pour la même campagne. Le média du 19 février 2022, vidéo YouTube, ultime révélation sur les réseaux troubles de Macron par Marc Andevel. Mais ce n'est pas tout. En vue de la dernière présidentielle, nouvelle révélation. Emmanuel Macron se rendit à Alger les 13 et 14 février 2017
Le candidat d'En Marche alors se trouvait dans une situation financière très périlleuse. L'argent manquait terriblement pour poursuivre sa campagne, le budget était très entamé, alors furent organisées plusieurs rencontres discrètes avec plusieurs personnalités dont l'avocat Jean-Pierre Mignard, l'homme d'affaires François Toisy, qui avait préparé le voyage en amont. L'ancien ministre, également Jean-Louis Borloo et Yamina Benguigui, sur laquelle nous allons revenir, qui fut l'ancienne ministre chargée des Français à l'étranger et de la francophonie, et lesquels avaient mis leur carnet d'adresses au service du candidat Macron à toutes fins utiles. Enfin, fut de la partie, déjà, Alexandre Benalla, le fidèle garde du corps qui participait à l'expédition. L'objectif était simple, obtenir de l'argent de richissimes hommes d'affaires algériens pour financer en off la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017. Tout ceci en parfaite illégalité. Qui fut le premier courtisé pour son porte-monnaie? Ce fut Issad Redrab, lors d'un dîner le 13 février. Car Macron connaissait bien l'industriel kabyle qui investissait massivement en France alors qu'il était secrétaire général adjoint à l'Élysée, puis ministre de l'Industrie durant le quinquennat François Hollande. Et puis, Redrab, c'est un intime de François Toisy, l'homme d'affaires depuis fort longtemps. Le groupe Cévital, que l'homme d'affaires a fondé, a fait travailler Benalla également, à l'époque où ce dernier avait créé depuis le Maroc la société de sécurité Velours. Enfin, Redrab s'est fait aider dans ses investissements en France par un ancien trader franco-algérien, Farid Belkacemi, qui participa également à la préparation du voyage d'Emmanuel Macron et, faut-il le souligner, cerise sur le gâteau, Belkacemi est un proche ami d'Alexandre Benalla. Il l'aida même à se reconvertir lorsqu'il dut quitter l'Élysée au mois de juillet 2018. Ce petit monde décidément se connaît très bien et sait défendre ses intérêts en coulisses, même lorsqu'il s'agit d'éléments fort peu catholiques. Puis, le deuxième homme d'affaires algérien qui fut courtisé pour son porte-monnaie fut Ali Haddad. Le 14 février, c'est-à-dire le lendemain de la première rencontre, lors d'un petit déjeuner très discret, où rien ne filtra. Or, à qui Emmanuel Macron fit appel pour faciliter les choses dans ses entretiens, je vous le donne en mille, Alexandre Djouri, l'intermédiaire absolument sulfureux, pour ne pas dire mafieux pour certains, dans le domaine des marchés d'armes et des intérêts politico-industriels, politico-commerciaux en tout genre. Oui, cet habitué de l'hôtel Horacie entretenait en effet des relations étroites avec Ali Haddad. Et de là à imaginer, bien sûr, des sources de financement algériennes dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, il n'y a vraiment qu'un pas. Que plusieurs sources d'ailleurs, à Alger, franchissent allègrement en privé, à hauteur de 7 millions d'euros. Totalement illégaux dans une campagne présidentielle française. Où le plus riche a sans doute plus de chances de l'emporter. Maghreb Intelligence du 15 mai 2019. C'est pourquoi il faut se concentrer sur cette personne clé, réseau transversal sur plusieurs présidences françaises, Yamina Benguigui. Cette redoutable femme d'affaires, réalisatrice, productrice, aime à se retrouver à l'évidence à la croisée des univers de la politique, de l'économie et de la culture, surtout en Afrique, où son réseau est puissant. Amie personnelle, d'ores et déjà, du président algérien Abdelaziz Bouteflika, elle connaît très bien également le trader franco-algérien Farid Belkacemi, dont nous avons parlé.
Oui, l'ami d'Alexandre Benalla et de l'homme d'affaires franco-israélien Philippe Ababou Solomon, le mentor d'Alexandre Benalla. Oui, vraiment, ce monde est tout petit. Alors, dès l'automne 2016, elle n'hésite pas à se présenter comme travaillant pour Emmanuel Macron. J'ai bien dit, elle s'est présentée comme travaillant, cette dame avec son réseau fort sulfureux, pour Emmanuel Macron. Sa grande Manitou en Algérie et en Libye. Elle est aussi une amie de Rachida Dati, dont on se souvient les liens avec Alain Bauer dans les contrats litigieux avec Renault Nissan. Si on ajoute à cela que le mari de Yamina est Francis Benguigui, proche du Grand Orient où Alain Bauer était grand maître, je crois qu'on a tout compris et que la boucle est bouclée. Économiepolitique.org du 23 mars 2014. Puis Yamina devint la présidente d'un obscur think tank, l'Institut Robert Schuman pour l'Europe, à ne pas confondre avec la prestigieuse Fondation Robert Schuman. Parmi les dirigeants de ce groupe de pression, on trouve l'Algérienne Soumeya Abdelatif, proche du président Bouteflika, mais également ancienne auditrice à Paris de l'Institut des hautes études de défense nationale, l'IHEDN, carrefour de différentes relations du renseignement et du terrorisme, bien sûr. Cette dernière navigue entre les milieux diplomatiques et le renseignement, bien sûr. Or, l'Institut Robert Schuman pour l'Europe est en réalité utilisé par le président congolais Denis Sassou Nguesso comme instrument de lobbying. Qu'est-ce que cela cache exactement? Il faut donc s'appesantir maintenant sur ce président congolais. Oui, après 35 ans de pouvoir au Congo-Brazzaville, cet homme avait décidé d'arrêter en juin 2016 le général Mokoko, celui qui aurait véritablement gagné l'élection présidentielle s'il n'avait pas été arrêté. Or, 2 ans plus tard, l'opposant est condamné dans l'indifférence la plus totale à 20 ans de prison. Une façon d'éliminer tout obstacle dans son régime présidentiel. Or, cela n'a pas non plus suscité le moindre commentaire ni la moindre condamnation d'Emmanuel Macron, le sachant pertinemment. Un proche de Mokoko déclara, je cite, « Sassou a réussi à se placer sous la protection d'Emmanuel Macron. » Quels sont donc les intérêts d'Emmanuel Macron à défendre de telles pratiques dignes d'un dictateur? D'autres Français, également, ont apporté leur soutien à Denis Sassou Nguesso, le président congolais, dont l'ancien patron multi-mis en examen de la DCRI, Bernard Squarcini, dont on sait qu'il est pivot de nombreuses relations, services privés par l'intermédiaire des services de renseignement, utilisant aux confins des entreprises du CAC 40 et d'intérêts divers servant la République, soi-disant, eh bien, des pratiques fortement détestables. Or, Bernard Squarcini conseille en matière de renseignement le président congolais. Le président Hollande, connaissant quand même le climat général, ne voulait pas voir Sassou Nguesso. L'État français ne faisait rien pour l'aider, alors ce sont les sarkozystes, comme Squarcini, qui sont venus prêter main forte au président congolais pour se maintenir au pouvoir. Commente un ancien patron de la DGSE. L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, il faut le savoir également, prodigue ses précieux conseils au roi de Brazza, qui est également un proche de Jean-Louis Borloo, dont il soutient la fondation Énergie pour l'Afrique. Or, Yamina Benguigui
est la vice-présidente de cette fondation. Elle avait d'ailleurs été introduite auprès d'Emmanuel Macron par son épouse Brigitte et la journaliste Béatrice Schoenberg, mariée à Jean-Louis Borloo. Oui, le monde est vraiment très petit des intérêts politico-commerciaux. Enfin, gardons à l'esprit que la France en Afrique ne serait pas la France en Afrique sans le renouvellement de l'action des services secrets sur place. Au fil des années, retenons que les diplomates en Afrique ont laissé peu à peu la place aux espions de la DGSE et aux sociétés de renseignement privées. Antoine Glaser et Thomas Hoffnung, notamment, ont écrit un livre remarquable sur le sujet, Nos chers espions en Afrique, chez Fayard, en 2018. C'est là que Franck Paris, l'ancien responsable Afrique francophone de la DGSE, est utilisé de nouveau, montrant l'angle actuel de la relation franco-africaine, s'exaspère un vieux routier de l'aide au développement, qui peut dire au revoir au développement. Au Quai d'Orsay, le patron de la direction Afrique et Océan Indien, Rémi Maréchaux, un proche de Nicolas Sarkozy, est aussi un ancien agent de la DGSE. À l'Élysée, je cite, « Ils sont surtout à l'affût de petites informations qui peuvent intéresser la défense de la France. Ils sont complètement hors sol vis-à-vis des populations. » Pour ne rien arranger, les discours du président en Afrique, du président Emmanuel Macron, sont préparés par Sylvain Faure, son ancien directeur de communication de la campagne, qui ne cache pas ses convictions droitières et conservatrices. Faure a alors de bons rapports avec le nouveau directeur de la stratégie de la DGSE, Nicolas Mientchinov, ancien directeur adjoint d'Alain Juppé aux Affaires étrangères. Aussi, avec ce tableau général, qui n'est que la prémisse d'enquête et d'investigation encore à mener, quand Emmanuel Macron déclare dans l'une de ses dernières interventions télévisées en décembre 2021, en prime time, que l'affaire Benalla, je cite, a fait pchit. Sous-entendu que rien ne s'était vraiment passé avec cette affaire et qu'on peut la reléguer à l'histoire dans un placard. Il faut en réalité traduire que tout serait actuellement sous contrôle au regard de cette affaire, pour ne pas traduire les dérives inavouables de l'État en matière d'intérêts politico-commerciaux, comme nous venons de le démontrer un tant soit peu. Abou Khaled, dont on se souvient les remarques fort pertinentes dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi, peut encore sourire. Je cite, « Comme je vous l'expliquais, jusqu'ici, tout va bien. » Sous-entendu, tout est sous contrôle. Du moins, pour l'instant. Nous verrons bien.